Rukia Traoré et Djenaba Marie-Julie Traoré ont attiré notre attention ce soir, deux braves dames qui ont su se faire une place dans le monde de l'audiovisuel. ORTM2 est allé à leur rencontre. Restez avec nous pour les détails. Immersion ce soir en commune 3 du district de Bamako, située en plein cœur de la ville avec ses 22 quartiers. Elle est le siège de grands édifices du district. Awa Sidibé nous ouvre le portail éducatif en commune 3. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue. Sonier et Camera Woman, elles sont deux femmes battantes à l'ORTM à s'illustrer dans ce domaine et leurs personnages forcent l'admiration. 30 ans de carrière dans l'ingénierie et le son pour l'une, quant à l'autre, elle est à sa 10e année de carrière derrière la caméra. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'ORTM2 a voulu le mettre en lumière à travers notre reporter Aïssata Dit Koumakani. Micro, mixette, casque et les câbles. Autant de matériel de travail pour avoir un son audible et agréable à l'écoute. Et c'est le quotidien de Ouedraogo Rukia Traoré, ingénieur de son à l'ORTM depuis 30 ans. À force de résilience, cette femme de terrain, Rukia a réussi à s'imposer dans ces domaines encore très masculins. Un choix ou une destinée forgée au service de la nation? C'est un choix. La passion de l'audiovisuel. Je suis la seule dans ma famille à aller vers ce domaine. J'ai toujours aimé les sons. J'écoutais permanemment la radio. C'était comme un mystère pour moi. D'écouter la voix des gens à travers la radio, on ne les voit pas. Donc ça m'a motivé quand même à aller vers ça. En tout cas, notre Nyelini, au service de la nation, a su s'adapter car l'architecture, tel un rêve, était déjà tracée et c'était une de ses ambitions d'enfance. Mariée et mère de 4 enfants et 2 petits-fils, la fille de Cheikh Amara Traoré s'est passée entre ses responsabilités familiales et son travail tel un jeu programmé. À la maison, ici, il y a des gens qui peuvent m'aider à faire le boulot. Donc on travaille ensemble. Soutenu par son époux qui comprend l'enjeu tout comme ses collègues et chacun sait apprécier la simplicité d'une femme courageuse et ferme, sociable et véridique. Le jour du mariage même, je me rappelle, on m'a dit à la mairie que voilà, tu as une femme qui travaille à l'ORTM. Le travail de l'ORTM, ça n'a pas une heure fixe. J'ai dit mais ça ne me dérange pas. Quelle que soit l'heure à laquelle elle rentre à la maison, si c'est le travail, ça ne me dérange pas. Malgré son boulot, ça n'entre pas à ce qu'elle fait à la maison. Si elle quitte le boulot, elle s'occupe de moi. Avant d'aller le matin, elle s'occupe carrément de moi. Madame Ouedraogo, je lui souhaite une bonne continuation dans le travail. Dans notre milieu de prise de son, elle est l'une des rares à s'y être essayée et à rester et à faire ses preuves. Donc le son est un peu complexe. Il faut l'aimer pour pouvoir exercer dans le son. Une autre actrice, autre réalité et autre activité avec notre seconde femme de ce 8 mars. Djenaba Julie Traoré, affectueusement appelée Julie la Noire, caméra woman depuis plus de 10 ans. Mariée et mère, nous partage sa passion pour ce métier. L'idée, c'était d'abord la photo. Je me suis rappelé des souvenirs en famille avec la maman, avec mon beau-père. Quand je la voyais me prendre en image, la chose qui m'est venue dans la tête seulement, c'était de mettre la différence entre moi et les autres. Et cette différence, ça a été la caméra. Mon tout début à l'image, j'ai commencé ça chez Djongoloni, Djongkom. Et de là-bas, je suis allé chez Youssouf Kouakou Ouattara, l'un des réalisateurs des clips et puis des documentaires. C'est une caméra woman battante. Elle est toujours disponible pour travailler. C'est un rassembleur, Abébé Franon en un mot. Donc, chaque jour que Dieu fait, c'est elle qui prépare pour les agents. Donc, c'est déjà un bon signe.
Avec nos deux icônes de générations différentes, des femmes qui font leur pas dans l'ingénierie et les sons ou encore la caméra montrent toute la capacité des femmes à s'illustrer plus. Ces activités, autrefois chasse-garde de la junte masculine, sont aujourd'hui de plus en plus pratiquées par l'autre moitié du ciel, pour ne pas dire les femmes. On n'est pas trop habitué à embrasser le métier genre. Bon, comme on trouve que la caméra, c'est le métier des hommes. Le tout début, on disait que je ne suis pas malienne. Et puis ma façon de m'habiller faisait que vraiment, j'attendais toutes sortes de choses sur moi, jusqu'à ce qu'il y avait de ces moments où vraiment je voulais abandonner. Au début, je peux dire que ça a été facile comme pas facile. Parce que étant dans le milieu des hommes, il y a des gens qui comprennent, d'autres ne comprennent pas. Les gens qui comprenaient, ils m'ont toujours aidé. Jusqu'à présent, ils continuent à m'aider. Comme dans toute autre activité, les contraintes ne manquent pas. Moi, je traversais le pont là, à pied, pour aller à la maison. Et puis venir au travail. Souvent, on me donne des jetons pour prendre les taxis ou bien les Sotramas. En étant enceinte, j'ai travaillé. Et je crois que c'est ça même qui m'a beaucoup aidé à surmonter ma grossesse, parce que le temps est passé tellement rapidement que moi-même je ne me suis pas rendu compte, parce que je ne suis pas restée à la maison. Donc je venais au travail, je partais à l'école et je partais au sport. Elle vient d'avoir un bébé et elle devrait prendre 3 mois de congé. Mais elle-même, elle était pressée pour venir prendre la caméra. Donc ça, c'est un exemple que c'est une femme qui est dévouée. Donc, dans notre milieu, on le dit souvent, Mousso Tsega Baraïnia, quoi. Alors, avec fort, mais elle est exceptionnelle, quoi. Les difficultés qui n'entravent en rien la détermination de ces femmes. Elles sont peut-être peu en nombre, ces femmes qui évoluent dans des secteurs d'activité autrefois réservés aux hommes. L'autonomisation de la femme, on en parle dans ce journal, un sujet qui suscite de nombreux débats. Longtemps cantonnée à des rôles traditionnels, la femme s'émancipe de plus en plus grâce à l'éducation, l'accès à l'emploi et surtout l'indépendance financière. Cette évolution entraîne des changements aussi bien au sein des familles que dans les sphères économiques et culturelles. Quel impact cette autonomie peut-elle avoir sur la société? Élément de réponse dans ce reportage de Djeneba Djikiba. À Bamako, comme ailleurs, de nombreuses femmes luttent chaque jour pour leur indépendance. Dans un contexte où les traditions et les réalités sociales pèsent encore lourd, certaines femmes, pour apprendre un métier, créent leur entreprise et être autonomes. Selon le traditionnaliste Yaa Koulibaly, l'autonomisation de la femme ne date pas d'aujourd'hui. La femme a toujours eu une autonomisation sur le plan traditionnel parce qu'elle est la gardienne de la famille. Des enfants, c'est elle la dernière réserve. Donc, elle pouvait mener de petites activités à côté, soit l'embouche bovine, soit l'élevage de poulets, ou des chèvres, des moutons, des trucs comme ça, qu'elle pouvait vendre, ou même de petits commerces. Une femme moderne aujourd'hui doit avoir une action solidaire, doit contribuer largement à fédérer les cœurs des familles, doit contribuer, si tu veux, à la prise en charge des frais de la famille. La Maison de la Femme accueille des dizaines de femmes venues apprendre un métier, couture, coiffure, transformation agroalimentaire. Ici, elles acquièrent des compétences pour se construire un avenir. Donc être autonome, c'est pouvoir se prendre en charge, même si ce n'est pas à 100%, le minimum. Dans nos différentes formations, on ne s'arrête pas seulement à former ces femmes-là dans les corps de métier. Nous faisons des sensibilisations. Beaucoup de sensibilisation pour dire que tu es venu te former pour être autonome, mais ne montre pas que tu es supérieur à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Sur place, nous avons rencontré Hassan Keita. Il y a quelques années, elle était une jeune femme sans ressources, hésitante face à l'avenir. Aujourd'hui, grâce aux formations suivies ici, elle est devenue indépendante. Quand je suis arrivée ici, j'avais de nombreux soucis dans mon couple. Le fait d'être ici m'a permis de m'occuper et ainsi d'oublier mes problèmes. C'est pourquoi j'encourage vivement les femmes à apprendre un métier. Rester à la maison n'apporte rien en retour et dépendre toujours financièrement des autres n'est pas une solution.
Avant, je ne faisais rien à la maison. Et j'ai vite compris que cela ne m'apportait rien. Rien ne vaut le travail. J'ai suivi plusieurs formations et aujourd'hui, je sais coudre des vêtements et faire du maquillage. Grâce à ces compétences, je parviens désormais à subvenir à tous mes besoins financiers. De la Maison de la Femme, nous sommes allés à la rencontre d'une autre femme qui a su s'imposer dans plusieurs domaines d'activité, médias et événementiels. Je peux dire que certaines femmes n'ont pas compris l'autonomisation. L'autonomisation, c'est de prendre une décision, d'être confiant en soi-même. Et les hommes dans tout ça, quel est réellement l'avis de la société sur cette transformation? Pour ce groupe d'hommes que nous avons approché, les avis divergent. À l'heure actuelle, une seule personne ne peut pas tout gérer, peu importe ses moyens. Si la femme travaille, elle peut subvenir à ses propres besoins et même apporter son soin. C'est important que les femmes travaillent, mais il faut aussi savoir poser certaines limites. J'encourage toutes les femmes autonomes. Si j'ai les moyens, ma femme n'aura pas besoin de travailler. Mais si ce n'est pas le cas, alors nous nous entraidons. La femme, elle est autonome lorsqu'elle arrive à prendre en charge ses besoins économiques, financiers. Si on est en face de cela, on pourra parler de l'autonomisation de la femme. Ce qu'il faut dire, lorsqu'une femme est autonome aussi, cela ne veut pas dire qu'elle est à 100% dépendante ou indépendante de la société. Non, elle n'est pas 100% indépendante de la société parce qu'elle a aussi des devoirs vis-à-vis de la société. L'autonomisation de la femme n'est pas une mode, c'est une nécessité. C'est le cri silencieux de celles qui refusent d'être oubliées, celles qui n'acceptent plus de voir leurs rêves sacrifiés sur l'autel des traditions. Elles avancent une à une, elles trébuchent, mais elles se relèvent. Elles apprennent, elles osent, elles créent. Et un jour, elles ne demanderont plus la permission d'exister. Elles existeront. Et à présent, rendons-nous en commune 3 du district de Bamako, un véritable carrefour de l'éducation au Mali. Plusieurs établissements emblématiques y ont formé de grands pionniers et dirigeants du pays. Awa Sidibé nous fait découvrir le monde de l'enseignement en commune 3. Suivant. Considérée comme un pôle éducatif majeur, la commune 3 du district de Bamako compte environ 159 écoles fondamentales. Ces établissements sont répartis entre les écoles publiques, privées, communautaires ainsi que des médersa. Ici, les acteurs de l'éducation veillent au grain quant au bon déroulement des activités scolaires que maternelles. L'éducation en commune 3 ici est gérée par la mairie. Il y a certaines écoles. La mairie est représentée par les comités de gestion scolaire. Il y a 2 CAP qui gèrent les écoles. Il y a le CAP centre commercial et puis il y a le CAP Bamako-Croix. Comme l'affirme le conseiller communal, la commune 3 est la vitrine du système éducatif du district de Bamako, car elle abrite plusieurs établissements de référence. Le CAP centre commercial, il y a le groupe scolaire Wargué Diara, qui est à Dastalam, et puis il y a le groupe scolaire Monzon Traoré, qui se situe au Bayalan 2. Il y a les écoles fondamentales et primaires également de la base aérienne qui sont là. Il y a le lycée Mogdam qui est là-bas, il y a l'école Sainte-Thérèse également. Et puis il y a le jardin d'enfants Kassé Keita, bien sûr. Moi-même, je suis sorti du jardin d'enfants Kassé Keita. Les lycées les plus renommés également sont en commune 3, où on parle du lycée Askia, on disait que c'était le lycée Terrasson Fourgère. Il y a le lycée Jeune Fille, qui est l'actuel lycée Bahamneta Diallo. Il y a le lycée technique qui est là, et puis il y a le LENI. Donc ce sont ces établissements également qui font de la commune, c'est la commune phare également de l'éducation. À ces écoles s'ajoutent également des universités de référence, comme l'ENSoup ou encore la nouvelle université de journalisme à Dar Salam. Parmi ces établissements scolaires, certains sont emblématiques, notamment le groupe scolaire Mamadou Konaté, fondé à l'époque coloniale, qui se distingue comme l'établissement de référence de la commune 3. Parmi ces anciens élèves de l'école fondamentale les plus prestigieuses du Mali, inclus Mamadou Konaté, figurent des dirigeants intellectuels et personnalités politiques comme Modibo Keïta. Il y a Alpha Omar Konaté, ancien président du Mali aussi, qui a passé par l'école Mamadou Konaté. Il y a Tcheblin Dramé, l'homme politique et diplomate malien.
Pour garantir le respect strict de ces exigences, la mairie ainsi que d'autres structures mettent en place des mesures adaptées et assurent un cadre d'apprentissage rigoureux et sécurisé au profit du monde éducatif. Pendant les examens aussi, la mairie appuie le cap pour le bon déroulement des examens. Ça passe obligatoirement par la mairie pour l'organisation également du DF et puis d'autres examens également qui sont en cours. Et puis en même temps, les ONG viennent souvent appuyer la mairie dans la mise en œuvre également des PDSEC, du contenu du PDSEC, et puis pour combler également ces actions. Et en même temps, chaque année, la mairie appuie l'académie d'enseignement dans le cadre des mérites scolaires, c'est-à-dire les élèves les plus méritants également, ils viennent également à leur secours. La mairie de la commune 3 veille également à l'entretien des établissements publics, notamment à leur assainissement et à la vidange des installations. Selon notre interlocuteur du jour, la commune apporte un soutien en personnel enseignant, en outils pédagogiques afin d'assurer le bon déroulement de l'année scolaire. Un mot de sport pour parler d'un art martial parmi tant d'autres. Créé en 1946, ce style de karaté appelé Shorin-jiro provient du Japon et est basé sur l'éducation de la volonté et de la maîtrise physique du corps. Il se pratique sous deux formes, le combat et le kata. Moussa Diabaté et Suleiman Keita sont allés à la rencontre des héritiers de cette discipline ici au Mali. Suivant. Shorin-jiro Kenkokan Karaté-do est l'un des styles de karaté-do japonais le plus récent. Introduit au Mali dans les années 80 par les duos de maître Alain Hordebeu du Canada et de Alassane Maïga du Mali. Et aujourd'hui, Ousmane Maïga, ceinture noire 6e dan, nous explique l'historique de cet art martial-là. La discipline Shorin-jiro Kenkokan Karaté-do vient de l'île d'Okinawa, principalement de l'île de Kudaka. Et elle a été créée par Kori Izataka, qui est le fondateur et le créateur du style, et qui a par la suite formé son fils, qui a été son héritier, Anshi Masayuki Kukan Izataka. Et Izataka, dans son parcours, il a essayé d'étendre le Shorin-jiro à travers le monde. Et c'est là qu'il avait un disciple, Maître Alain Hordebeu, qui était au Mali, qui est venu au Mali dans les années 80 et qui a rencontré Maître Alassane Maïga, qui a pris le relais et qui est vraiment celui qui a implanté le Shorin-jiro Kenkokan Karaté-do au Mali. Cette discipline se distingue aussi par son écusson, sa tenue blanche avec deux bandes rouges et noires. Déjà, vous avez le blanc, tout blanc du kimono qui symbolise la paix. Et vous avez les deux bandes, rouge et noir. Le rouge qui symbolise le courage et le noir qui symbolise la persévérance. L'image que vous voyez, c'est l'image du casque de protection qu'on utilise pour faire les combats. Maintenant, sur la poitrine, vous allez voir le symbole du Shorin-jiro Kenkokan Karaté-do, qui est le point au milieu de ces trois demi-cercles. Donc c'est le Senshun, le Sushin et le Zanshin. Donc c'est des éléments qui déterminent la concentration, la flexibilité et autres. Actuellement, les maîtres sont fiers de voir la discipline Shorin-jiro propagée partout au Mali. Bon, la discipline, elle se porte à merveille de nos jours. Au Mali, nous sommes d'une fédération. On a déjà eu nos récépissés. On a pratiquement nos bureaux dans quelques régions, donc ça avance. Les Shorin-jiro Kenkokan possèdent des techniques pratiques et efficaces qui permettent de porter des coups en utilisant les diverses parties du corps, les mains, les poings, les genoux, les pieds et les coudes. Déjà, c'est un art qui est basé sur la souplesse. Et alors, vous allez voir peut-être un antagonisme, c'est-à-dire que les postures sont assez souples, les mouvements très fluides, mais les attaques sont extrêmement puissantes. Le Shorin-jiro est également un adepte de judo. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le parcours de Kori Izataka, il a essayé de voir un peu ce qui peut être positif chez les autres disciplines, le judo, l'aïkido, le karaté et même la lutte. Donc, c'est une combinaison de ces éléments qu'il a mis ensemble pour créer le Shorin-jiro Kenkokan Karaté-do. Le Shorin-jiro Kenkokan est un art pour tout le monde. Les avantages de cette discipline sont multiples. Je me sens mieux avec les entraînements et je prends goût de jour en jour. Du coup, j'invite mes sœurs à pratiquer cette discipline. Vu ses avantages spécifiques pour ses pratiquants, les anciens veulent revenir sur les tatamis. Je suis très heureux de voir les jeunes progresser dans cette discipline.
Je suis passionné de ce sport et malgré mes voyages, j'arrive plus à suivre régulièrement les entraînements. Mais Inch'Allah, je compte revenir bientôt. J'aime bien le Chiron-Giron. En somme, le grand maître Funakoshi, précurseur de cette discipline, a introduit le karaté au Japon, écrivait, je cite, « Celui ou celle qui étudie le karaté-do doit toujours lutter pour avoir un esprit humble et des rapports courtois. » Fin de citation. Et cette nouvelle, avant de boucler ce journal, le président de la CAF, le Sud-Africain Dr Patrice Motsepe, a été réélu ce mercredi à la tête de l'institution jusqu'en 2029. Les 54 fédérations affiliées ont renouvelé leur confiance à Motsepe. À 63 ans, il entame un deuxième mandat consécutif et déclare apporter des réformes majeures au sein du football africain. En marge des travaux au Caire, en Égypte, les 6 membres devant siéger au Conseil de la FIFA ont été élus. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci de nous suivre. Très bonne suite de nos programmes.